Bonjour, je m'appelle Lionel Pelluchot, je fais partie d'une équipe qui s'appelle le Center of Excellence PDW. On est une petite quinzaine de personnes réparties sur l'Asie, l'Europe et les Amériques. Et notre tâche, notre rôle, c'est d'implémenter les proof of concept, former les partenaires, que ce soit interne ou externe, et également conduire les projets de démarrage, essentiellement des projets de migration sur PDW. Voilà. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est la simplicité du développement de la conception sur l'appliance, et notamment un couple qui fonctionne très bien, c'est PDW Analysis Services. Voilà. Donc, on commence par un aperçu de PDW, son infrastructure matérielle logicielle, et ensuite, nous allons sur justement les différents cas de figure et tout ce qui est prérequis, bonnes pratiques quand on utilise PDW à l'aide d'Analysis Services. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas un rack avec du matériel tel quel, mais ça s'intègre très facilement dans une solution. Et cette solution, c'est la consolidation de tous les dataware de tous vos cubes. Voilà. Après, on aura un petit peu sur l'évolution. Je peux quelques fonctionnalités qui arrivent à la fin de l'année. Je vais pouvoir en parler. Et puis, je vais vous faire une démo si on a du temps. Voilà. Donc, la configuration, on va commencer par la configuration matérielle, HP. Donc, quand on parle d'appliance de PDW, c'est un système que l'on peut acheter en choisissant la taille. Donc on n'a pas du tout, on fait abstraction de l'aspect configuration, mémoire, CPU, type de disque. Ça, c'est déjà préconfiguré. Et en fait, ce que l'on fait avec nos partenaires, donc HP et Dell, c'est de fournir au client un système. Donc là, on a un système d'entrée de gamme qui est le quart de rack. Donc on est dans un rack complet. En haut, vous avez toute la partie réseau et management, administration de l'appliance. Et en bas, vous avez la partie stockage et capacité de calcul. Donc quand on parle de capacité de calcul, Compute Node, ce sont en fait des VM qui contiennent une instance SQL Server. Je peux choisir, plutôt qu'avoir une machine donc entrée de gamme quart de rack, je peux choisir une machine, un demi-rack, 3 quarts de rack, full rack. Donc quand on parle de full rack, on a 8 SQL Server qui sont donc dans des VM et qui gèrent et le stockage et qui servent les requêtes. Hein, donc là, je monte jusqu'à un full rack. 2, 3, 4. J'ai un stockage, donc on voit qu'on a 2 compute nodes et un stockage. On a un stockage disque par compute node. C'est du disque en attachement direct qu'on appelle JBOD, c'est le JBOD, c'est Just a Bunch of Disk. C'est vraiment du disque en attachement direct. Et vous avez ici de l'espace utilisateur pour des serveurs d'administration ou des serveurs applicatifs. Donc avec Analysis Services, avec du SharePoint, avec du SQL Server, avec des outils d'ETL. D'accord. Donc voilà, ça c'est l'espace utilisateur. J'ai un exemple. Donc pareil, jusqu'à un rack et demi, on peut commander par incrément de quart par quart. Et après, à partir de 1 rack et demi, on peut ajouter un incrément de 1,5 rack. Et après, c'est un rack en plus, les extensions. Et la configuration HP, on peut aller jusqu'à 7 racks. D'accord ? Donc ça veut dire 7 racks, 56
compute node, donc 56 instances SQL serveurs qui sont vus comme une seule. Maintenant, la configuration d'elle est légèrement différente. Je vais vous montrer ça. C'est que là, on a des incréments par tiers, donc 3 par 3. On a un tiers de rack, 2 tiers de rack et un full rack. Là, donc un full rack a 9 compute nodes. Voilà. Une autre différence, c'est que avec HP, on peut aller jusqu'à 7 racks complets. Avec Dell, on va jusqu'à 6. Mais globalement, les caractéristiques sont les mêmes, tant en stockage qu'en vitesse. Donc ça, c'est la partie physique. Il faut bien se dire qu'entre le moment où vous commandez le système et le moment où il va arriver dans votre data center, c'est 4-6 semaines. En gros, la machine arrive. S'il y a de la place, il n'y a pas de problème d'encadrement des portes. On a tout parce qu'on a ce qu'on appelle un site survey qui justement est là pour essayer de prévenir tous les problèmes infrastructure, mais taille des plafonds, des portes, ascenseurs, fenêtres, etc. On amène le rack dans la journée. Il est branché. Fin de journée ou maximum au bout de 2 jours, il est fonctionnel. Donc entre le moment où vous prenez la décision et le moment où il arrive, il est fonctionnel, c'est entre 4 semaines, 6 semaines maximum. Et on sait que quelle que soit l'appliance, on a des débits garantis, débit disque, débit réseau, et puis capacité mémoire, capacité CPU. Donc c'était la partie matérielle. On peut se brancher dessus. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a des switches au niveau réseau interne. On utilise une technologie, la technologie InfiniBand, en 56 gigabits seconde. D'accord ? Que tous les switches sont redondés. Donc on a un switch InfiniBand redondé et on a un switch Ethernet classique, 1 gigabit, 10 gigabits, qui est lui-même redondé pour le réseau externe. Maintenant, si vous vous rappelez, la machine HP, donc l'incrément le plus petit, c'est 2 compute nodes. La machine Dell, c'est 3 compute nodes avec son stockage. Donc là, en fait, ce que vous avez illustré, c'est l'infrastructure logicielle d'un quart de rack HP. Avec les 2 premiers serveurs HST 0102, ce sont des serveurs sur lesquels on va avoir des VM, là, les petits carrés, et ce sont les VM de service. On a par défaut un serveur de spare, et là ensuite HSA 01 jusqu'à HSA 64, on va voir les hosts sur lesquels tournent les compute nodes qui contiennent les instances SQL Server. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? On a du SQL Server 2012 Enterprise, on a du Windows Server 2012 Enterprise avec du Hyper-V. Derrière, c'est du Windows Clustering 2012 et c'est de l'Hyper-V qui vient avec, hein, au niveau gestion de l'appliance. Et c'est ça aussi qui nous garantit la haute disponibilité. D'accord ? Parce qu'on remarque, les switches réseau sont redondés, les accès disques, c'est du 6 gigabits, sont redondés dans les 2 cas. Derrière, vous avez l'InfiniBand et l'accès Ethernet sur l'ensemble de vos machines. Autre chose, petit détail, la couleur, hein, des pavés, Compute Node, Control Node. Alors, le premier, CTL, MAD, FAD, WMM, Control Node, Management ID, Fabric ID, Virtual Machine Management. Donc, Control Node, c'est le cerveau de PDW. C'est celui qui va comment dire, accepter les connexions, exécuter les requêtes. Le deuxième, Management ID, c'est la partie configuration de PDW. Et ceux-là sont dans le même domaine que les compute nodes. C'est la partie logicielle qui nous intéresse, qui permet de créer nos bases, exécuter les requêtes, etc. La partie en bleu, c'est la partie infrastructure fabrique, et c'est là pour
reconfigurer les hosts. Si jamais j'ai une machine en panne, ben, je vais gérer les bascules. Donc j'ai cette VM qui peut basculer sur ce nœud de spare. Cette machine-là est indisponible. L'accès au disque est indisponible, mais celle-ci a toujours un accès et via SMB3 et la couche réseau. J'ai toujours accès. Cette VM qui va basculer sur ce HST02 accédera via l'InfiniBand et l'accès du Compute Node 2 vers le stockage. Donc ça, c'est la partie haute disponibilité. Ensuite, vous avez le VM Manager pour régénérer les VM. Vous avez le Fabric ID, lui, ça va être par exemple pour reformater ou gérer tous les disques de spare, parce qu'il est bien évident que là-dedans, on a des disques en RAID 1 avec des disques de spare qui sont utilisés en cas de panne. Et après, de temps en temps, les disques de spare, il faut les remplacer, quoi. Ceux qui sont les disques à changer, il faut simplement les invalider, en remettre des nouveaux, reformater. Tout ça se fait via le FAD, Fabric ID. Voilà, j'ai dit tout ce qui était à peu près important là-dessus. Ça, c'est la partie infrastructure. Il n'y a pas de... il n'y a rien de vraiment extraordinaire. La petite chose, là, ça a l'air anodin, PDW build. Donc, ça veut dire qu'en fait, depuis juillet, dans PDW V2, on utilise le cluster colon store index qu'on peut mettre à jour et qui va arriver dans SQL 14. En fait, ce qu'a fait le dev, c'est qu'ils ont fait un backport de la partie cluster colon store de SQL 14 et ils l'ont mis dans la build PDW depuis juillet dernier. Un dernier tableau récapitulatif qui vous montre donc quelles sont les limites et quelles sont les configurations qu'on peut commander chez les deux fabricants, HP et Dell. Donc on peut choisir le nombre, la taille de l'appliance, quart de rack, demi-rack, un full rack et demi, etc. On peut aussi choisir la taille des disques. Est-ce que je veux par défaut 1 Tera ou alors je privilégie le stockage, donc j'ai des disques de 3 Tera à la place. Et donc on va jusque en compressé 6 pétabytes de données stockées. Les ratios qu'on va trouver communément, donc par défaut on est en compression page, on est entre 3 et 5. Et compression colon store, on est entre 8 et 10. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Mais pour donner un ordre de grandeur, pour arrondir, quand je stocke une table en format cluster colon store, j'ai un ratio de compression de 10 par rapport à un fichier à plat. J'aurai le temps pour la démo. Alors, la Dream Team, c'est simple, ça marche très bien, c'est très facile. Analysis Services et PDW. Donc j'ai mis les 3 cas de figure. PDW avec des cubes en MOLAP, ou bien des cubes en ROLAP, ou bien Analysis Services en mode tabulaire. La démo, je vais essentiellement la faire sur du PDW avec ROLAP, parce que j'avais des démos disponibles et accessibles. Là, c'est vraiment... L'idée, c'est de dire à quel point la méthodologie est simple. Donc ça veut dire quoi? Si je décide d'avoir le dataware de mes cubes stockés sur du PDW, il va falloir les bonnes pratiques côté Analysis Services, c'est d'avoir donc un paramètre, surtout si on a des colonnes, des mesures de type distinct count, basket analysis, mesures non additives. On va activer ce paramètre qui fait que le distinct count est calculé au niveau du dataware et non pas au niveau d'Analysis Services. Ce qui fait qu'on ramène moins de données, en gros on ramène le résultat côté Analysis Services. Il y en a un autre, ça c'est pour les dimensions qui sont en roll-up. Par défaut, on ramène 300 000 membres. Si on en a plus dans un niveau,
on va avoir une erreur. Donc quand on est dans ce cas-là, ce paramètre peut être changé. Ensuite, un PDW pour Analysis Services, c'est du SQL Server, donc on utilise le client natif. Voilà. Donc en termes de connexion paramétrage, c'est la seule chose à faire côté Analysis Services. C'est d'une simplicité déconcertante. Autre chose qu'il faut voir, là c'est la partie PDW, c'est la méthodologie lorsque on va migrer donc, nos cubes ou les dataware de nos cubes vers de SQL Server vers PDW ou n'importe quelle autre base de données vers PDW. Donc première chose, j'inventorie, j'identifie mes cubes, d'accord, que je veux migrer, les dataware de mes cubes, et ensuite, pour faire la migration, donc je récupère les schémas des dataware, et sur les schémas, qu'est-ce que je dis? De manière relativement simple, les tables de dimension, je les réplique, ça veut dire qu'au niveau PDW, je vais stocker une copie de chaque table de dimension sur chacun de mes compute nodes. Ensuite, je vais distribuer les tables de fait qui sont les plus grandes, sur lesquelles en général j'ai de l'import relativement important. Donc table distribuée sur l'ensemble de l'appliance. Et là, distribution, ça veut dire que j'ai juste une partie de la table de fait sur un nœud, etc. Et c'est là où on voit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de share nothing, c'est parce que j'ai des tranches de mes tables distribuées qui sont dans des sous-divisions de mes compute nodes. Ensuite, on a éventuellement tout ce qui est changing dimension. Là, on peut se poser la question, et plutôt que de les répliquer, on va aussi les distribuer. Ça peut être, qu'est-ce que je vais avoir? Premier exemple, un exemple typique, et c'était une telco, c'était même avant qu'on ait une appliance. Dimension de type temps, et qui stocke la milliseconde. C'est par exemple typiquement les telcos qui veulent être capables d'archiver sur des temps, sur beaucoup de temps, à la milliseconde près. Et donc on va aller plusieurs années, on descend mois, jours, heures, minutes, secondes, millisecondes. Et il faut qu'on stocke ça sur des volumes importants. Dans ces cas-là, cette dimension-là ne sera pas une dimension répliquée, mais sera une dimension distribuée, parce que c'est du volume important. Et la méthodologie, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux que cette table est relativement petite? Je vais mettre une copie sur chacun des nœuds, comme ça j'ai des copies locales, pas de mouvement de données à travers les nœuds. Soit c'est vraiment une très grande table, donc il faut que je parallélise au maximum les requêtes sur cette table-là, et je mets des tranches de cette table sur l'ensemble de mes nœuds. Ça, c'est la première chose. Après, essentiellement, c'est les dataware, les accès, c'est plutôt de l'accès de type scan, donc pas d'index. On n'en a pas besoin. Et les tables, on va à peu près toutes, on va dire, pour simplifier, on va toutes les stocker en cluster colon store. Donc c'est dans la syntaxe de création de la table. Je dis que je crée cette table, elle est répliquée, elle est distribuée, et je la stocke en cluster colon store. Et dans ces cas-là, c'est vraiment le stockage de la table qui change, c'est du stockage colon store, et je n'ai pas besoin d'ajouter d'index. Donc ça, c'est la même techno qu'on a dans du SQL 12, sauf qu'en SQL 12, on n'avait que du colon store, on n'avait que du non-cluster, avec des limitations, notamment les mises à jour. Là, on peut faire de la mise à jour sans arrière-pensée. Alors, par rapport à ça, on a des concurrents qui disent qu'eux, ils ont un mode hybride. On peut avoir des partitions qui sont non colon store, des partitions qui sont colon store. Et puis, c'est bien parce que comme ça permet de gérer les modifications. Nous, c'est le moteur SQL Server sur chacune des instances qui se charge de gérer dans le Delta Store toutes les insertions, modifications, et la partie archivage
qui est dans du format cluster colon store. Et après, le passage de justement mode ligne à mode colon store se fait de manière transparente. Pas de questions? Allez. Maintenant, on va voir dans les grandes lignes ce que l'on gagne si on migre le dataware d'un cube en MOLAP et on conserve la structure MOLAP. Donc ça va être essentiellement les temps de processing qui vont baisser. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est de préférence être sur un lien réseau qui a du débit, donc soit de l'infiniband en 56 gigabits, en gros brancher son Analysis Services sur le switch InfiniBand qui est dans l'appliance, et on bénéficie de ces performances-là, ou alors on se met déjà sur le switch standard 1 gigabit, 10 gigabits, déjà 10 gigabits, c'est pas mal. Et ça, c'est vraiment important pour le processing, hein, parce que Analysis Services va faire ces scans pour processer les données. C'est des volumes assez importants. Et puis, il faut qu'il se ramène ça le plus vite possible pour ensuite les traiter et générer ces cubes. Cube, dimension, tout ça, ça reste inchangé, hein. On avait un ou deux paramètres au niveau Analysis Services. On avait le client, la chaîne de connexion qui va changer, et puis c'est tout. Le gain au niveau stockage, ça va être côté PDW. On n'a plus d'index. D'accord? Donc plus d'index, ça veut dire que plus d'index et au minimum de la compression page. Et la compression page est implicite. Donc quoi que vous fassiez, vous n'avez pas à vous en soucier. Et la majorité des tables qui ont des volumes relativement importants, quand je dis important, c'est entre 1 million à quelques milliards ou plus. Là, on ne se pose pas de questions, on se met en cluster colon store. Et on a un ratio de compression de 8-10. Pas d'index additionnel, aucun. On n'en a vraiment pas besoin. C'est contre-productif de toute manière, et on n'en a pas besoin. Donc là, c'est le gain dans le dataware. C'est que la migration, déjà rien que la migration dans PDW, vous gagnez. Votre cube, vous ne changez rien, vous ne changez pas vos habitudes, le processing va plus vite. Et vous gagnez au niveau stockage relationnel. En PDW Rollup, bon, gain processing immédiat, parce que dans le cas du Rollup, en fait, c'est simplement invalider la cache côté Analysis Services. Donc c'est fraction de seconde. Là, le gain est supérieur en stockage, parce qu'on n'a plus de redondance de données, on n'a plus de stockage au niveau cube. Et on a toujours le gain au niveau du dataware. C'est-à-dire que côté PDW, pas d'index et stockage en cluster colon store. Donc ce qui fait qu'en termes de rationalisation, un quart de rack, donc la machine entrée de gamme chez HP, on va stocker jusqu'à 50 Tera de données utilisateurs. Bon, 50 Tera, on a le temps de venir. Donc ce qui veut dire qu'on peut très bien se dire qu'indépendamment du budget que ça représente, de l'investissement que ça représente, je me retrouve avec une machine qui va remplacer un certain nombre de serveurs qui sont disséminés un petit peu partout dans ma data center, avec les problèmes de maintenance, avec les problèmes de gestion de fixes, de maintenance des fixes. Donc, et vous avez la partie haute disponibilité qui est déjà de base dans le système, de par la redondance de matériel, de par l'utilisation du clustering Windows. Donc c'est ce genre de coûts indirects qui sont quand même de coûts indirects qui sont économisés. On va dire ça comme ça. Oui, monsieur. Alors, la question est quelle est la différence de performance entre MOLAP Rollup? Je dirais, si ma contrainte est une contrainte forte sur les requêtes MDX, je dois avoir, j'ai de l'ordre de quelques millisecondes ou sous la seconde. En général, on utilise le moteur MOLAP.
Donc là, on a un gain jusqu'à 10% de processing sur un système classique. Après, en roll-up, le gain roll-up, ça peut être un petit peu plus lent que le moll-up, mais on est bien d'accord qu'on parle de 1 seconde à 5 secondes. Je veux dire, voilà, c'est un peu vendeur, mais les ordres de grandeur, c'est ça. J'ai un cube justement avec quelques mesures avec du distinct count, avec de l'ordre de 1 milliard de lignes dans la table de fait. On va voir un petit peu comment ça répond. Ça marche quand même assez bien. Et on peut imaginer, j'ai n cubes comme ça. Je vous montrerai aussi le stockage que ça représente, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais c'est pas tant une comparaison de performance entre les deux, c'est quelles sont mes contraintes. Et comment je veux procéder? Ça peut être je procède par étapes. Première étape, moll-up, je reste en moll-up. J'ai mon gain assuré au niveau processing. Je divise par 2, je divise par 10 mes temps de processing. Et puis la deuxième étape, c'est je n'ai pas vraiment besoin de temps de réponse de mes requêtes MDX de l'ordre de la milliseconde ou du dixième de seconde. Quelques secondes, ça me suffit. Et dans ce cas-là, je passe en roll-up. Et là, ça veut dire que le stockage Analysis Services, j'ai plus à tenir en compte. Je n'en tiens plus compte. J'ai un gars là-dessus. Au niveau tabulaire, donc là c'est tabulaire avec Direct Query, qui est une évolution qui va au-delà du mode roll-up. Donc le principe, c'est j'exécute mes requêtes directement sur le moteur relationnel quand je n'ai pas les données en cache, sinon je vais chercher les données en cache. C'est pour ça qu'on a les différents modes. Mode Direct Query pur, on n'utilise pas du tout la cache Analysis Services. Et dans ces deux cas-là, on utilise la cache Analysis Services avec, dans un premier cas, je vais d'abord chercher en cache, sinon dans le moteur relationnel, ou d'abord le moteur relationnel et ensuite en cache j'ai quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des messieurs qui pourraient mieux répondre que moi là-bas au fond, dans la salle. Et là, on est comme en roll-up, on a la même démarche, roll-up ou moll-up, la même démarche, c'est mes tables de fait, je les distribue, les dimensions, je les réplique, dimensions changeantes avec des chargements et beaucoup de modifications dedans, je vais les distribuer également, je mets tout en cluster colon store index et j'ai le gain au niveau stockage. Et j'ai pas de processing. Donc c'est assez simple. Là, ce que j'ai, c'est quelques schémas pour illustrer un petit peu le propos. Donc là, je suis sur mon appliance avec un lien InfiniBand donc entre mon PDW et mon serveur Analysis Services. Donc j'ai mis User Space, c'est la partie laissée libre dans le rack où on peut installer nos serveurs. Ceci étant, si on n'a pas de place, peu importe la raison, on peut très bien mettre dans le rack d'à côté nos serveurs et qui vont se rebrancher sur les switches du PDW. Donc là, j'ai une instance avec du multidimensionnel, une instance avec du tabulaire, par exemple, qui sont en InfiniBand direct sur le PDW. Ça, c'est une solution avec l'ensemble de mes cubes, de mes bases, Analysis Services, dans une ou très peu d'instances. Après, je dirais, quelles sont les considérations? Est-ce que je veux isoler? Est-ce que je veux mutualiser plus? Voilà. Dev, prod, au niveau Analysis Services. Deuxième exemple, là, j'ai je vais avoir plusieurs instances. Je vais avoir une instance Analysis Services sur mon système qui est dans l'espace libre, toujours connecté en InfiniBand. Alors, InfiniBand, en général, quand on entend parler, on pense tout de suite au débit. Parce que c'est vrai qu'on a 56 gigabits seconde dans notre version d'InfiniBand. C'est pas seulement ça. InfiniBand, c'est une très faible latence. En gros, le ping, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc toute la partie échange de messages entre les différents composants, les services
discussion entre les nœuds pour synchroniser les tâches entre les différents nœuds, c'est extrêmement rapide. Et la troisième chose, c'est que l'overhead CPU sur les hosts, qui ont des cartes InfiniBand, est beaucoup plus faible par rapport à de l'Ethernet standard. D'accord ? Donc c'est débit, latence réduite à pas grand-chose et pas d'overhead. Et ça, pour tout ce qui est communication de services, synchronisation des compute nodes entre eux et des systèmes qui gèrent le mouvement des données entre les nœuds, c'est extrêmement important. Je crois que on va avoir du temps pour la démo. Alors un dernier exemple. Eh ben, on va s'installer. Alors, cet exemple-là, il peut être l'intérêt de ce cas, c'est j'ai des utilisateurs nomades avec, je ne sais pas, des tablettes, avec des systèmes hétérogènes, et qui veulent se connecter à mes cubes, à mes rapports, à mes Power Pivot, à mes Power View, mais sans avoir les modules, sans avoir les composants. Bon, ben, dans ces cas-là, on va mettre sur le réseau InfiniBand un SharePoint 2013 avec les services Excel, et on pourra donc exposer sous forme de page HTML notre feuille Excel et avec Power Pivot et Power View. Alors l'intérêt, c'est pour système hétérogène, mais aussi si on est à distance, avec des liens relativement faibles. Puisque les données, la masse de données qui va être échangée, ça va être sur le réseau InfiniBand, et il va y avoir juste la couche présentation qui va partir dans le browser sur le client. Donc derrière, les services Excel, on a du reporting services. Alors ce que j'ai dit, Reporting Services se connecte aussi simplement à PDW que de l'Analysis Services. Power Pivot, c'est pareil. Il faut vraiment penser client natif. Snack 11, voilà, et on se connecte à PDW. Et c'est pas plus, il n'y a rien de spécifique à installer. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Si j'ai encore, avant la démo, j'ai encore 2-3 petits trucs. Alors, les évolutions. Donc, on va parler. Je vais d'abord parler comment fonctionnent les évolutions. Donc, sur SQL Server, on parle typiquement de cumulative update. Dans PDW, on parle d'appliance update. Ça intègre des correctifs, ça intègre des fonctionnalités, et les correctifs, c'est logiciel, firmware, hardware, potentiellement. D'accord ? Et ça, c'est déployé, ça arrive tous les 6 mois. Et tous les 6 mois, donc il y a soit quelqu'un de nos équipes qui arrive avec le package et qui va le déployer sur l'appliance, et puis ensuite, voilà, elle a été mise à jour. Donc tous les 6 mois, en gros, on a des fonctionnalités en plus. Et dans les fonctionnalités en plus, est-ce que c'est après ? Une des grosses fonctionnalités en plus qui est mise en avant, c'est une région dédiée à Hadoop. Donc, est-ce que vous vous souvenez, l'appliance, on peut l'acheter par incrément, quart de rack par quart de rack. Eh bien, mon quart de rack ou mon demi-rack, je peux dire, il y en a une partie qui est relationnelle, c'est du PDW, et il y en a une partie, un quart, un demi ou 3/4, c'est du cluster Hadoop. Donc je bénéficie du même matériel, c'est exactement les mêmes systèmes physiques, je bénéficie de l'InfiniBand, et derrière, j'ai une interconnexion entre mes compute nodes PDW et les data nodes Hadoop.
Donc ça, c'est vraiment c'est le gros truc. Donc on peut imaginer qu'on peut étendre, après avec ça, on peut étendre l'utilisation. C'est que les régions Hadoop, on peut les utiliser pour du stockage simple de fichiers. On peut l'utiliser comme une zone de staging. Et puis on peut aussi l'utiliser pour, comment dire, pour la partie analytique qui peut y avoir, qui peut se greffer à Hadoop. Et ça, donc tous les 6 mois, donc, ça arrive, cette fonctionnalité, elle va arriver dans la fin du mois, début du mois prochain. Allez, mois prochain. Mois prochain, c'est là, ça veut dire qu'à partir du mois prochain, quelqu'un qui commande son cluster, son PDW, peut très bien dire j'ai la moitié, par exemple, j'ai une moitié en relationnel PDW et j'ai un quart Hadoop. Et tout ça pourra être étendu. C'est qu'à un moment donné, je vais pouvoir dire je vais doubler la capacité. Cette élasticité de l'appliance, elle me permet d'avoir un gain à 2 niveaux. Le premier, c'est au niveau du stockage, ça c'est le premier évident. J'ai besoin de plus de stockage, je l'étends, mais si j'ai besoin de plus de puissance. Je double le nombre de nœuds de capacité de calcul. Bon, ça c'est une partie un petit peu marketing, extension du stockage de manière vraiment très, très élastique. Et dans les appliance updates, on en a une donc tous les 6 mois. Vous avez compris, en gros décembre, juin, allez, ça va tomber. On va avoir des ajouts de fonctionnalités. Donc cette partie région Hadoop qui arrive, on peut imaginer qu'elle va avoir des petites évolutions, qu'il va y avoir des ajouts qui vont être assez intéressants et qui vont vraiment permettre d'avoir un système très très souple en termes de services rendus. Oui. Je pense qu'il y a un monsieur au fond qui peut répondre. Il connaît ça mieux que moi. Laurent Olcade chez HP. Ouais, donc la question, pardon, c'est pour répéter la question pour que ce soit enregistré. La question était quelle est la technologie de disque utilisée? Donc c'est du SAS et derrière il est possible qu'on voit arriver du SSD. Et que c'est vrai qu'actuellement c'est un facteur, le facteur coût est relativement important. Et pour proposer des systèmes entrée de gamme avec un prix stockage qui est dans le plus bas dans l'ensemble de l'offre. Pour l'instant, on reste là-dessus. Donc il est clair que dans les... je sais pas quel terme, mais on va voir forcément, fatalement, des changements. Absolument, absolument. On peut tout à fait avoir dans la partie utilisateur, la partie libre du rack, un serveur Analysis Services avec du stockage SSD en mode MOLAP. Absolument. Et comme ça, on a le gain sur le processing et le gain sur les requêtes. Absolument. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a des options. Non seulement il y a des options possibles à l'achat sur la partie utilisateur, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Et puis sinon, simplement, ça peut être le rack à côté. Vous construisez votre configuration comme vous l'entendez. Connecté alors là du SSD, du SAN, votre système, votre stockage d'entreprise, et votre serveur ou vos serveurs qui sont dans le rack d'à côté repiquent sur un des switches de l'appliance.
Voilà, c'est une petite illustration pour montrer la partie données non relationnelles, Hadoop. On peut la voir soit sous forme logicielle, parce qu'on utilise, on utilise la distribution Hortonworks. Donc ça peut être simplement, on se construit soi-même son cluster Hadoop à côté, ou alors on l'intègre donc à partir de l'appliance update 1 qui arrive à la fin de l'année, début d'année prochaine, dans le PDW en tant que région de l'appliance, ou alors on peut l'avoir dans le cloud sous forme d'un cluster HD Insight dans Azure. Voilà. Et alors, ce que je vais quand même vous montrer un petit peu d'intégration Hadoop PDW. Et surtout, une fois de plus, c'est la simplicité de la mise en œuvre. C'est vraiment c'est simple. Donc, on va, je crois que j'ai voulu coller. Donc, la techno entre PDW, la partie relationnelle et la partie relationnelle et non relationnelle, la techno c'est Polybase. En fait, c'est une techno qui est implémentée au niveau de tous les compute nodes, et c'est ce qui va permettre aux compute nodes de discuter en direct vers les data nodes Hadoop, sans passer par un autre contrôle quelconque. Donc, ce qui permet d'avoir en termes de performance, c'est beaucoup plus intéressant. Petite démonstration. Là, je commence. Donc, je suis connecté à un système qui accède à mon PDW. Cette interface-là, c'est une interface web qu'on appelle l'admin console. Et donc, c'est la console qui permet de voir ce qui se passe, quelles sont les requêtes qui sont en train de s'exécuter, les sessions ouvertes, on voit. Alors, l'autre, c'est les chargements type ETL, backup restore, l'état de santé, les ressources utilisées, les locks, l'état du stockage, et en bas, performance monitor, c'est les compteurs perfmon. C'est donc une console qui est très très légère. Et là, par exemple, je peux aller voir dans une requête, je peux voir le plan d'exécution au niveau PDW. Donc là, voilà, j'avais un petit select ultra simple, trend count, récupérer le nombre d'imbrications de transactions. Et pour tous les plans d'exécution, j'ai à peu près la même chose. L'opération à l'intérieur dans le plan. Où est-ce que l'opération est exécutée, contrôle node ou alors les compute nodes. Sur quelle distribution, ça c'est quelle tranche de la table, temps de début, temps de fin, durée, échec, running, complete, etc. Je vais vous montrer maintenant, par exemple, ce qui aurait pu être les loads. Donc là, si j'ai un chargement, je vais avoir le chargement, ou les chargements qui sont en train de tourner, qui ont tourné. Je peux voir le mode, parce qu'on a plusieurs modes de chargement. En gros, on a des modes où on ajoute à la table, on tronque, on recharge, ou alors on fait un upsert à la volée. Insert si la ligne n'existe pas, update si la ligne existe déjà. Et tout ça, on va le voir à ce niveau-là. Backup restore, c'est exactement le même principe, et je peux vraiment faire du drill down dans les requêtes. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est, j'en ai une là qui était un petit peu longue. Ah bah voilà, j'ai une requête. Donc une requête qui est passée, et puis je suis en train de regarder son plan d'exécution. Donc c'est une forme visuelle qui est assez pratique. On voit toutes les étapes, le temps qu'ont duré toutes les étapes. La shuffle move, c'est une opération de redistribution des données à travers l'appliance. C'est exécuté par le DMS qui est Data Movement Services. Là, on a eu des opérations qui ont été faites sur le control node, sur tous les compute nodes, et puis retour du résultat par
par les compute nodes. Donc on va on peut continuer le drill down jusqu'à voilà, cette opération de redistribution des données. Qu'est-ce qu'elle a donné? Comment elle était organisée? S'il veut bien répondre. Voilà. Donc là, j'ai une machine, c'est un full rack, donc ça veut dire que j'ai 8 compute nodes. Dans ces 8 compute nodes, j'ai 8 sous-divisions qu'on appelle distribution. Donc au total, j'ai jusqu'à 64 tranches. Quand je parlais tout à l'heure de table distribuée, dans un full rack où j'ai 8 nœuds, je vais donc découper la table en 64 tranches. Et là, ce sont des opérations sur les 64 tranches de ma table. Je ne sais plus si j'avais 1 milliard de lignes ou 10 milliards. Mais j'ai des requêtes pour 2-3 petites requêtes simples sur une table qui fait 10 milliards de lignes pour voir comment ça fonctionne. Là, si j'étais à 5 milliards, on voit 5B, 5 billions. Donc on était une requête sur une table de fait qui faisait 5 milliards de lignes. Et le temps de réponse, c'était une requête rollable d'ailleurs, temps de réponse 4 secondes, 7. C'est quand même pas mal. On va passer au stockage par exemple. Stockage, là j'ai le top 10 des bases les plus grosses. Donc j'en ai une en 4 Tera 6, 4 Tera 6, 2 Tera, 2 Tera, 2 Tera, etc. Bon, ce sont essentiellement des bases de démo. Pareil, je peux aller dedans pour voir. Donc celle que je vais utiliser, c'est celle-ci. Et je vois au niveau de l'ensemble de mes compute nodes l'espace utilisé. Data et log. Et ensuite, performance monitor. Donc là, j'ai un petit écran, c'est pas super visible. Et j'ai l'activité. Donc le premier, j'ai 3 compteurs par défaut. Le premier, c'est utilisation CPU. Ensuite, lecture par seconde et écriture par seconde. Alors de temps en temps, je vois que j'ai un petit peu d'activité. Je peux avoir des choses qui tournent. Mais quand j'ai les compute nodes, en gros, tous les compute nodes qui sont à 0, il n'y a rien qui se passe. Là, je peux aller sur le détail d'un nœud contrôle. Donc là, je veux voir le détail des écritures sur le compute node qui s'appelle, regardez ici, c'est MP04. Et j'ai l'ensemble des mount points et je peux voir lorsque j'ai des requêtes qui s'exécutent. Donc je vais à un niveau assez fin quand même de l'activité de l'appliance. Voilà, bon, très rapidement, cette console d'admin, c'est vraiment l'outil de base quand on travaille avec PDW. Alors maintenant, on va se poser la question, comment je me connecte à PDW, comment je commence à créer mes tables, comment je les manipule, comment je requête. Donc pour l'instant, on est encore avec SQL Data Tools. On peut se connecter avec Management Studio, mais la partie Object View n'est pas encore, pour PDW, n'a pas encore été implémentée. Ça devrait arriver dans pas trop longtemps. On l'a par contre dans SQL Data Tools, qui est en download SQL Data Tool 2012. Donc là, comme j'avais préparé mon truc, donc j'ai dans mes SQL Server, qu'est-ce que je vois? J'ai une petite icône qui est spécifique pour mon PDW, c'est que j'ai plein de grosses bases, c'est mon PDW. La connexion SQL natif, la différence par rapport à du SQL Server normal, c'est qu'on donne une adresse IP .17001 et on est encore en sécurité standard. Mais c'est du client natif. Voilà, c'est la petite chose qui nous montre, l'icône et la chaîne de connexion qui nous montrent que c'est un petit peu différent. Maintenant, je vais déplier mes bases. Voilà, j'ai un certain nombre de bases. Donc, je vous avais dit DemoDB, CCI. CCI, c'est pour Cluster Colon Store Index. Et j'ai mes tables. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont soigné le détail. Voilà. On va s'approcher et je vais en trouver une. Voilà, regardez ici. Les tables de fait, table de dimension, elle a une icône, c'est comment dire,
des copies, ça représente copies de table. Et là, c'est une table qui est morcelée, qui est distribuée. Donc on voit tout de suite, cette table-là est répliquée, cette table-là est distribuée. C'est pas fini. Ensuite, bon, les colonnes. Qu'est-ce qu'on va dire? Toujours pareil sur les petites icônes que les développeurs ont trouvées. Donc là, je peux identifier qu'avec les différentes icônes, ça c'est une clé de distribution. C'est la colonne qui a été utilisée pour répartir dans les différentes distributions les données de la table. Et ça sont des colonnes qui ne sont pas clés de distribution. Index. Voilà. J'ai mon index cluster colon store. Alors si j'ai un index de type B-tree standard, je vais avoir une icône type petite arborescence. Et là, comme c'est du colon store, j'ai la représentation. Ils ont décidé de choisir la représentation du colon store de cette manière. En tout cas, on sait quelle est la structure de l'index. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on va prendre celle-ci. Est-ce que j'avais quelque chose déjà? Non, je n'ai rien. Donc, on va prendre la fact sales 10 milliards. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de connexion encore. Donc, clic droit, nouvelle requête. Et comment je vais faire? Donc, Solution Explorer, ça, je ferme ça. Vous m'entendez, ça va? Ouais, c'est bon. Ça, voilà. Et donc maintenant, petite requête. 1,40 from, on a dit fact sales 10b. D'accord. Bon, ça c'est juste pour dire une chose qu'on apprend avec ces volumétries-là, c'est d'utiliser les fonctions appropriées. Donc là, c'est pas un count. Alors, les grincheux pourraient dire, on pourrait de manière implicite utiliser un count big. Bah, c'est pour voir si les gens suivent. Donc count big, j'exécute ma requête, et voilà, et j'ai un comptage sur 10 milliards de lignes. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Un petit top 10. Voilà. Pour voir alors quelle colonne je vais utiliser. Je vais prendre product key et puis je vais faire pareil, petit comptage sur product key. Voilà, c'est simple. Donc j'ai fait, mine de rien, j'ai fait un agrégat, j'ai agrégé sur une table qui fait 10 milliards de lignes. C'est quand même pas mal. On a des temps de réponse qui sont de l'ordre de 2 secondes. Cache à froid ou à chaud, il y a peu ou pas de différence. Et donc, c'est des requêtes qui sont très semblables à celles-ci, qui sont exécutées par Analysis Services, et ce qui fait que derrière, on a vraiment des temps qui sont vraiment impressionnants. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un petit tour sur les tables externes. Les tables externes, ce sont les tables qui, en fait, mappent des fichiers qui sont sur un cluster Hadoop. Donc là, on a un tout petit cluster mononeux qui est sur une machine à côté et sur lesquels j'ai un certain nombre de fichiers. Et donc, j'ai ces tables ici correspondent à un fichier sur mon cluster Hadoop. Donc, on a créé une table avec des colonnes. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? Donc, c'est une create external table et on lui donne simplement le chemin vers
le cluster Hadoop, et ensuite dans les répertoires, le nom du fichier, séparateur de colonnes, séparateur de lignes, éventuellement format de date, et voilà. Donc là, à chaque fois que je vais requêter, je vais faire un select étoile ou quelconque requête sur cette table-là, derrière, c'est mon compute node qui va aller discuter avec un name node Hadoop, qui va lui demander les résultats et qui va les trier. Donc, maintenant, alors lui peut être un petit peu lent. Non, voilà, j'ai 18 000 et quelques lignes. Maintenant, je vais faire un top 10. Ça peut, parce on va rapatrier a priori toutes les lignes. Top 10, étoile. Donc ça, ce sont des données qui ne sont pas des données relationnelles, c'est un fichier stocké sur mon cluster Hadoop. Et je le manipule comme une table SQL. J'ai la description. De tous les champs. Et c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai eu à l'implémenter, j'ai pris le petit cluster de démonstration HD Insight mononeux. Je l'ai mis sur le réseau accessible au PDW. J'ai une procédure stockée dans PDW pour lui dire, voilà, tu vas te connecter à un cluster Hadoop, c'est du Cloudera, c'est du Hortonworks ou c'est du Windows HD Insight. Et derrière, je crée mes tables, je fais les requêtes dessus de manière extrêmement simple. C'est simple. Dernière chose, là c'est mon cube. C'est un cube Rollup. Je regarde parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais dire que je le processe. Donc j'invalide la cache. Tac, c'est fini. Et puis maintenant, je vais le browser. Allez, mesure distinct count. Voilà. Donc derrière c'est une des tables de fait que je vous ai montré, fact sales, ça doit être la fact sales 1 milliard de lignes. Donc ça veut dire que j'ai fait là un distinct count d'1 milliard de lignes sur ma fact sales. C'est pas mal. Donc, je vais essayer d'identifier. Voilà. C'était cette requête-là que j'ai exécutée. Voilà, donc c'était sur fact sales. Donc 1 milliard de lignes, j'ai fait un distinct count d'1 milliard de lignes sur fact sales. Et ça m'a pris une demi-seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, par année. On a un petit peu plus de temps pour... non, pardon. Donc là, à nouveau, c'est un distinct count en faisant un group by sur les produits. On est en rollup. Rollup, distinct count, avec une table de fait qui fait 1 milliard de lignes, ça vous donne une idée. C'est quelques secondes de temps d'exécution. J'ai d'autres mesures, cette fois, qui sont additives sur la version... ah ben non, j'ai celle-ci. Donc je vais la version 5 milliards. Voilà, bon, c'est assez, ça répond assez bien. Alors évidemment, c'est un cas d'école, mais je veux dire, derrière
comment dire, la méthodologie, elle reste vraiment la même. Dimensions répliquées, les faits et les dimensions changeantes distribuées. On met tout en cluster column store et voilà. Je reviens à la présentation. Voilà. La solution au bout du chemin. Avez-vous des questions? Oui. Concernant l'espace utilisateur, il y a combien de RAM disponible? Le monsieur HP n'est plus là, mais de mémoire, on doit avoir l'emplacement pour 4 serveurs, je crois, selon la taille. Si on a des machines demi-largeur, on doit pouvoir mettre 4 serveurs au total, sinon 2. Dans l'espace utilisateur, on a l'emplacement jusqu'à combien de serveurs? C'est 2. 7. Et au niveau administration, on peut l'intégrer, l'administration sur la FAD, sur les URL? Alors, on a la question au niveau administration, on a un agent SCCM pour PDW, spécifiquement pour PDW. Donc on l'installe sur le host où on a SCCM, on lui dit de pointer sur le control node, il va faire la découverte de la topologie de l'appliance et récupérer les alertes préconfigurées. Et c'est en chargement, c'est en accès libre et limité. Non, là c'est spécifique à l'appliance. Ouais. C'est vraiment, il y a les scripts de maintenance, de configuration, c'est quelque chose qui est propre à PDW. Là, ce qu'on préconise, c'est de commencer avec un contrat qui s'occupe de tout, c'est-à-dire que toutes les maintenances sont faites par des ingénieurs Microsoft, HP, Dell. Après, il est clair qu'une fois qu'un client, au bout d'un an, je ne sais pas, 1 an, 2 ans de manipulation, de maintenance, sait quoi faire, maîtrise, parce que derrière, c'est du cluster Windows. Donc, on connaît la topologie, on sait où aller. Cluster Windows, Windows Storage Spaces, c'est ça l'administration. Plus les docs d'arrière démarrage quand on fait de l'arrière démarrage à froid. Et au départ, c'est un petit peu, il faut un certain temps pour être à niveau, mais une fois que c'est fait. Ouais. Alors il y a WSUS qui permet, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'il y avait une des machines qui s'appelle MAD, donc typiquement MAD01 ou MAD01, c'est la machine d'administration. On download à l'aide de WSUS les fixes avec cette machine-là, et ensuite on les déploie sur l'ensemble du cluster. Fixe de sécurité, Windows, ça va être Windows. Ah oui, il y a... WSUS n'est là que pour télécharger dans un répertoire bien particulier les fixes à déployer. Parce qu'on a un point central, MAD01, c'est là-dessus où on fait le déploiement des fixes. On recommande d'être en full manuel. C'est-à-dire d'approuver au niveau WSUS, d'approuver les fixes au cas par cas. Par interface. Oui. De toute façon, dans ce cadre-là, c'est à chaque fois entre le TAM et l'ingénieur PMC, c'est de dire, bon, là, il y a un fixe, par exemple Windows Cluster qu'on doit installer, il faut que j'intervienne, soit à distance si on a ouvert un lien distant, un VPN, soit intervention sur site. Pas d'autres questions? Oui? Non, alors, c'est la configuration PDW type
sur mon compute node, j'ai une instance SQL. Tout ça, c'est préconfiguré. Le sizing, la taille des bases, comment une base est implémentée sur l'ensemble de l'appliance sur les disques, c'est fait par PDW. C'est le moteur PDW qui va créer en gros des copies de base ou des sous-bases au niveau de chacune des instances. On ne s'en occupe pas. C'est pour ça, quand je crée une base, je dis je veux tant d'espace pour les tables répliquées, tant d'espace pour les tables distribuées et tant d'espace pour le log. Et lui se débrouille pour le nombre de file groups. Et c'est toujours la même chose, c'est standardisé, nombre de file groups, nombre de data files. Et nous, on a un niveau d'abstraction qui est PDW. On ne se pose pas la question sur la mémoire, on ne se pose pas la question est-ce que je dois faire du maxdop 1, 4 ou quoi que ce soit. C'est géré, derrière, c'est géré par l'appliance. Non, alors bon, on a de la gestion de workload, mais pas, non, pas l'affinité en fait. Il y a du soft NUMA, mais c'est derrière, c'est préconfiguré d'usine. Une autre question là-bas. J'ai un site de secours. Alors, dans ces cas-là, Disaster Recovery, j'ai un deuxième PDW qui est en remote. Quelles sont les solutions? Les solutions, une première solution, c'est du backup restore. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le dual load. Alors, en général, on dit, mais pourquoi je ne fais pas de réplication de baies intégrée? On a des volumétries, on est censé manipuler des volumétries qui sont des dizaines, des centaines de terabytes et qui ne sont pas très compatibles avec de la réplication de baies automatique sur des liens de, je ne sais pas moi, 1 giga ou 10 gigabits. Donc la solution, on va dire, la plus pérenne, c'est le dual load. Je duplique mes serveurs ETL et ils ont exactement les mêmes packages et ils vont tourner avec exactement les mêmes packages mais sur des cibles différentes. La cible prod et la cible secours. Bah, comme les serveurs, je veux dire, serveur, quand vous faites du cluster, on fait de la duplication redondance de hardware. On a, dans une des slides, c'était très rapidement évoqué, le fait qu'on ait du SQL Server Data Warehouse dans Azure. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver, qui va arriver bientôt, qui va être disponible et qui va vous permettre de faire du dataware dans Azure. Donc on va pouvoir avoir donc, toute la gamme, soit du logiciel standard ou du fast track, de l'appliance et du cloud. Bon. Eh ben, je crois que c'est bon, on va s'arrêter là. Merci à vous. Au revoir.